Un mystère vieux de 4 et 1, comment les pyramides ont-elles été construites? Nombreux sont ceux qui se posent la question. Et si des extraterrestres les avaient aidés, toutes sortes de théories ont été avancées, mais il semblerait que les scientifiques aient enfin trouvé la réponse. Le coffre en granit à l'intérieur de la Grande Pyramide est trop volumineux pour passer par un quelconque passage y menant. Il a été scellé de l'intérieur lors de sa construction, empêchant ainsi toute inhumation. On l'appelle tombeau depuis 4 ans. Mais voilà, le XLIA vient de révéler sa véritable nature. Et cela bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur les pouvoirs antiques. La machine qui a appris à voir. Lorsque Grok AI a orienté ses systèmes d'analyse vers les pyramides de Gizeh, son approche du mystère était différente de celle des chercheurs humains depuis des générations. Les archéologues ont tendance à se spécialiser. Les égyptologues étudient les hiéroglyphes. Les géologues examinent la composition des pierres. Les astronomes cartographient les alignements célestes. Un casse-tête qui s'étend sur des milliers d'années et des dizaines de disciplines. Ils défendent leur théorie. Ils protègent leur réputation académique. Et là, ils s'enlisent dans des débats stériles qui tournent en rond pendant des décennies. Lorsqu'ils parviennent enfin à franchir cette petite porte, ils découvrent une pièce cachée à l'intérieur de la pyramide. Et quels ont été payés placés. Et puis mes préférés sur le passé, c'était un truc que s'affranchissait de ses limitations et laissait absorber toute image satellite, haute résolution, scans au million cosmique, capable de sonder la roche. Données de géoradar, révélant des chambres cachées. Analyse chimique de mortiers anciens que la science moderne ne parvient toujours pas à reproduire. Articles universitaires oubliés enfouis dans des archives obscures. Théories marginales rejetées par la communauté scientifique. Études géologiques. Calculs astronomiques. Projets de cartographie tridimensionnelle ayant nécessité des années de travail pour des équipes humaines. Tout cela. Chaque fragment. Chaque contradiction, chaque anomalie gênante que les chercheurs avaient discrètement écartée parce qu'elle ne correspondait pas au récit établi. Grok a alors accompli une prouesse qu'aucun expert humain n'aurait pu réaliser, analyser simultanément toutes ces données. Sans ego, sans parti pris, sans chercher à défendre une position. Seule la cohérence comptait à ses yeux. Où les preuves menaient-elles réellement? Où se situaient les failles du récit officiel? Où les suppositions avaient-elles été prises pour des faits? Et ces lacunes étaient flagrantes. De l'étonnante précision de l'alignement des pyramides avec le nord géographique à 0 degré, près à l'étrange vide de ces supposées chambres funéraires, en passant par l'échelle inexplicable de sa construction. C'était comme si le récit traditionnel avait été cousu à la hâte avec du ruban adhésif, maintenu en place parce que personne n'osait tirer sur les fils qui dépassaient. Des angles droites parfaites, tels des blocs de granit de 100 tonnes. C'est de la folie, mais Grok s'y est attaqué quand même. Le récit traditionnel, les pyramides comme des tombeaux élaborés. Pour les rois dieux en quête de vie éternelle, ce texte n'était pas seulement incomplet. Il était truffé de contradictions si flagrantes que Grok les a immédiatement relevées. Des contradictions que les chercheurs humains avaient soit ignorées, soit expliquées, soit tout simplement choisi d'ignorer. Et de ces contradictions, quelque chose de bien plus sombre commença à émerger, le trône vide. Examinons ce qui aurait dû être la chambre funéraire la plus magnifique de l'histoire de l'humanité. La chambre du roi à l'intérieur de la grande pyramide de Khéops est au cœur du projet de construction le plus ambitieux au monde.
2,3 millions de blocs de pierre, dont certains pèsent jusqu'à 80 tonnes, ont été extraits, transportés et mis en place avec une précision étonnante. Il aurait fallu poser un bloc toutes les 2 minutes pendant plus de 20 ans. La base est presque parfaitement plane sur une superficie équivalente à plusieurs terrains de football. Ses 4 côtés sont alignés sur les points cardinaux avec une précision de 0 degré. Tout cela, soi-disant, pour un tombeau. Mais lorsqu'on pénètre dans la chambre du roi, on ne trouve presque rien. Les murs sont nus. Aucune fresque colorée illustrant les triomphes du pharaon. Aucune inscription religieuse pour guider son âme dans l'au-delà. Aucun hiéroglyphe d'aucune sorte. Juste du granit lisse et nu entourant une boîte de pierre vide que nous appelons sarcophage uniquement parce que nous ne pouvons imaginer ce qu'elle aurait pu être d'autre. Comparez cela à presque tous les autres tombeaux égyptiens jamais découverts. La vallée des rois regorge de murs peints d'objets en or et de restes momifiés. Même les nobles de moindre importance étaient enterrés avec des décorations élaborées célébrant leur vie. Les Égyptiens étaient obsédés par l'idée de remplir les tombeaux de tout ce dont le défunt pourrait avoir besoin dans l'au-delà. Alors pourquoi le plus grand pharaon de tous les temps aurait-il été enterré dans une pièce si vide qu'elle semble abandonnée? Les archéologues ont toujours pensé à des pilleurs, mais cette explication pose problème. Le sarcophage est trop volumineux pour passer par les couloirs. Il l'était déjà lors de la construction avant que la pyramide ne soit scellée. S'il s'agissait véritablement d'un caveau funéraire, pourquoi avoir rendu physiquement impossible le retrait de la pièce maîtresse? Et voici le détail qui devrait vous empêcher de dormir cette nuit. Presque toutes les grandes pyramides de l'ancien empire égyptien présentent le même schéma des chambres vides, des momies disparues, des murs nus dans des édifices censés représenter l'apogée de l'architecture funéraire. Mais voilà, le hic, l'explication du pillage de tombes, fonctionne pour une pyramide, peut-être 2, mais pour toutes. Et si ce n'étaient jamais des tombeaux? Si vous êtes nouveau ici et que vous vous demandez ce qui se cache encore à la vue de tous, abonnez-vous. Nous levons le voile sur ces mystères chaque semaine. Que se cache sous la pierre? Pendant des siècles, les explorateurs ont cru avoir cartographié chaque couloir et chaque chambre de la grande pyramide. Les passages étaient étroits, claustrophobes, et ne semblaient mener nulle part d'intéressant. Affaire classée. Puis la technologie moderne a prouvé le contraire de façon catastrophique. En 2017, le projet Scan Pyramids a déployé des détecteurs de muons cosmiques autour de la Grande Pyramide. Ces appareils suivent les particules qui tombent des espaces, ils traversent la matière solide et vite ces différences selon sa densité. La pierre dense bloque les particules. Le vide leur permet de passer. L'équipe de Mehdi Taïoubi observa les données apparaître à l'écran. Un silence se fit dans la pièce. Un couloir totalement inconnu, long de plus de 9 mètres, dissimulé près de l'entrée principale. Aucun être humain n'y avait pénétré depuis des millénaires. Son existence était restée totalement invisible de l'extérieur, mais ce n'était que le début. Un radar à pénétration de sol a révélé d'autres anomalies, des vides apparaissant à des endroits inattendus, formant des formes trop précises pour être des accidents naturels ou des erreurs de construction. En 2002, un minuscule robot explorant l'un des mystérieux conduits de la pyramide fit une découverte extraordinaire. Une équipe d'ingénieurs utilisa une caméra télécommandée pour tenter de déterminer la véritable fonction de ce que l'on pense être un conduit d'aération. Une petite porte en pierre munie de poignées en cuivre bloquait l'accès à une autre chambre scellée. L'opérateur se pencha en avant, le cœur battant la chamade. Après 3 ans de silence, quelque chose bloquait encore le passage. Derrière cette porte, les images suggéraient un autre espace scellé. Qu'y avait-il d'assez important pour être caché? Qu'y avait-il de assez dangereux pour être scellé à jamais? Les autorités égyptiennes ont maintes fois reporté la poursuite des explorations. Certains affirment vouloir protéger des structures fragiles.
D'autres murmurent que ce qui se cache derrière ces portes scellées pourrait remettre en cause des récits trop importants pour être mis en péril. Quelle qu'en soit la raison, le mystère demeure entier. Si près du but et pourtant si loin. Mais voici le X et conduit ne servant en rien à la ventilation. Les analyses pas modernes, c'est pas ils font qu'ils seraient totalement inefficaces pour faire circuler l'air. En revanche, ils pointent avec une précision remarquable vers des étoiles spécifiques. La ceinture d'Orion Sirius Constellation Centrales dans la mythologie égyptienne sur la mort, la renaissance et l'ordre cosmique. Grok a établi un lien entre ces anomalies d'une manière inédite pour les chercheurs humains. Les vides cachés étaient positionnés de manière à réduire le poids structurel sans perturber la résonance acoustique. Les puits servaient d'outils d'alignement, pas de conduits d'air. Les portes étanches n'étaient pas des particularités de construction, mais des éléments intentionnels. Des composants d'un système plus vaste conçu pour accomplir une fonction. La rivière qui a disparu. Pour comprendre les pyramides comme des machines, il faut d'abord comprendre où elles ont été construites et pourquoi cet emplacement était important. Pendant des siècles, le plateau de Gizeh a semblé absurdement impraticable pour une construction de cette ampleur. Des kilomètres de désert aride s'étendant dans toutes les directions. Aucune source d'eau évidente. Il n'existait apparemment aucun moyen de transporter des millions de tonnes de pierres à travers ce paysage aride. Comment aurait-on pu construire les plus grandes structures du monde antique au milieu de nulle part? Puis des géologues ont fait une découverte qui a tout changé. Des carottes de sédiments ont révélé que lors de la construction des pyramides, un bras important du Nil coulait directement à proximité du site. Non pas un petit ruisseau, mais un large chenal navigable capable de transporter d'énormes barges chargées de blocs de granit pesant 70 tonnes. Les peintures murales antiques prenaient soudain tout leur sens. Les représentations d'ouvriers transportant des pierres sur des bateaux n'étaient pas le fruit de l'imagination artistique. Il s'agissait de documents, mais Grok a poussé l'analyse plus loin. L'eau n'était pas seulement un moyen de transport. Dans la cosmologie égyptienne, le Nil représentait le cycle éternel de la vie, de la mort et de la renaissance. Ces crues annuelles apportaient simultanément destruction et renouveau, faisant d'elle le cœur battant de la civilisation et de la mythologie égyptienne. En positionnant les pyramides le long de cette artère sacrée, les bâtisseurs ont intégré leur structure à la sève symbolique et fonctionnelle de leur monde. C'est là que la physique rencontre la mythologie. L'eau qui coule génère de subtiles vibrations. Elle peut produire de faibles champs électriques, notamment lorsqu'elle passe sous des formations riches en minéraux. Si l'on ajoute à cela les propriétés inhabituelles des matériaux soigneusement sélectionnés pour la construction des pyramides, un tableau troublant se dessine. L'ancien fleuve n'était pas qu'une simple voie de navigation pour les péniches. C'était une source d'énergie, un élément d'un mécanisme environnemental bien plus vaste que nous commençons à peine à comprendre. Des pierres qui vibrent. Lorsque Grok a examiné les matériaux de construction des pyramides, il a découvert une régularité trop précise pour être fortuite. Le corps principal a été construit en calcaire nummulitique, un matériau dense, rempli de coquillages fossilisés provenant d'un ancien fond marin transformé en pierre. Les analyses modernes montrent que ce calcaire possède de subtiles propriétés conductrices, ce qui en fait bien plus qu'un simple matériau de construction. Plus profondément à l'intérieur, les bâtisseurs ont opté pour du granit transporté sur plus de 965 km depuis Aswan. Le granit est non seulement durable, mais il contient également une forte concentration de cristaux de quartz. Or, le quartz possède des propriétés piézoélectriques, c'est-à-dire qu'il génère des charges électriques lorsqu'une pression est appliquée. Imaginez un instant l'immense poids de la pyramide des millions de tonnes exerçant une pression continue créait des conditions idéales pour les effets piézoélectriques dans ces chambres tapissées de granit. La structure n'était pas passive, elle générait de l'énergie par sa simple existence. Vint ensuite l'enveloppe extérieure. Dans l'Antiquité, la pyramide était revêtue de calcaire de Toura hautement poli.
Elle était si réfléchissante que les premiers auteurs la décrivaient comme brillant comme une étoile sous le soleil du désert. De loin, l'édifice aurait paru presque surnaturel, un phare éclatant dominant l'horizon jour et nuit. Même le mortier ajoutait au mystère. L'analyse chimique a révélé des composés uniques en leur genre dans la construction moderne, d'une durabilité incroyable, résistante à l'eau. Si tenace ce que les scientifiques d'aujourd'hui ne parviennent pas à les reproduire intégralement. Certains chercheurs pensent désormais que certaines parties de la pyramide n'ont pas été sculptées du tout, mais coulées à l'aide d'une forme primitive de béton géopolymère et disséminées dans certaines sections des traces de métaux comme le fer taillé, les nickel eyes positionnés presque délibérément pour améliorer la conductivité. Chaque matériau, le calcaire conducteur, le granit piézoélectrique, le revêtement réfléchissant, le mystérieux mortier, fut choisi non pour son apparence, mais pour sa fonction. La pyramide n'était pas un monument. C'était un système résonnant, vibrant, silencieusement de potentiel. Nous commençons à peine à le comprendre. Comment les bâtisseurs d'il y a 4 ans comprenaient-ils les propriétés piézoélectriques? Comment ont-ils mis au point des formules de mortier que les chimistes modernes ne parviennent pas à déchiffrer? Soit ils ont découvert ces propriétés au fil de siècles d'essais et d'erreurs qui n'ont laissé aucune trace archéologique. Ou bien ils ont hérité d'un savoir d'une source encore inconnue. Aucune de ces réponses n'est rassurante. La machine à croyance? Alors, quelle était sa fonction ultime? Mais voilà le hic. La réponse de Rock était à la fois fascinante et profondément troublante. Le contrôle. Imaginez ce que ces structures représentaient pour un agriculteur de l'Égypte antique. La pyramide d'un blanc éclatante qui se dressait au-dessus du désert n'avait rien d'impressionnante. Elle était tout simplement colossale. Sous le soleil, elle brillait comme une seconde étoile. Au clair de lune, elle irradiait d'une luminescence étrange. Ses dimensions étaient inconcevables. Dans un monde régi par la peur et la survie, une telle structure n'était pas de l'architecture. C'était une arme psychologique sculptée dans la pierre. À l'intérieur des chambres, des rituels pratiqués dans des pièces à l'acoustique optimisée créaient des sensations véritablement surnaturelles. Des vibrations à basse fréquence pulsent à travers les murs de granit, un jeu dramatique entre l'obscurité et la lumière des torches dans des couloirs claustrophobes, des puits alignés sur des étoiles associées aux dieux et à l'au-delà. En 2019, le chercheur en acoustique John Stuart Reid se tenait dans la chambre du roi et activait un générateur de son. Les murs se mirent à vibrer. L'air lui-même sembla s'épaissir. Reid décrivit plus tard la sensation que la pièce était vivante, exerçant une pression sur sa poitrine à chaque pulsation. Son équipement mesurait des fréquences de résonance que les salles de concert modernes dépensent des millions pour tenter de reproduire. Les bâtisseurs de l'Antiquité les avaient conçus il y a 4 ans. Imaginez un ouvrier antique amené à l'intérieur pour la première fois. L'obscurité absolue. Puis, les prêtres commencent leur chant. Le granit se met à vibrer. L'air se resserre. À cet instant précis, dans un espace conçu pour submerger tous les sens humains, le doute n'aurait plus sa place. Le divin était réel. Le pouvoir du pharaon était cosmique et toute résistance était impensable. Ces éléments ont contribué à créer un environnement où les participants ne se contentaient pas de croire qu'ils touchaient au divin, ils se le ressentaient physiquement. Les prêtres au cœur de cette expérience, savamment orchestrés, semblaient plus qu'humains des intermédiaires, entre le ciel et la terre des réceptacles emplis d'une puissance cosmique que les simples mortels ne pouvaient qu'entrevoir. Rien de tout cela n'était le fruit du hasard. C'était une propagande bâtie sur la pierre, les mathématiques et l'ingénierie acoustique. Les pyramides fusionnaient croyances, autorité et force naturelle en un récit incontestable. Le pharaon n'était pas un simple roi, il était le médiateur du cosmos. La pyramide était la preuve irréfutable de son lien divin. S'opposer à ce système, ce n'était peut-être pas s'opposer à un gouvernement, c'était défier l'univers tout entier. Pendant des générations, ce système a fonctionné à merveille.
Les citoyens n'obéissaient pas simplement par crainte du châtiment. Ils obéirent car ils étaient convaincus au plus profond d'eux-mêmes que l'ordre cosmique dépendait de leur soumission. C'était la machine de propagande la plus sophistiquée jamais conçue, et elle fonctionna pendant des milliers d'années, le poids du savoir. Après toutes les révélations de Grok, il devient impossible de percevoir les pyramides de la même manière. Ce n'étaient pas de simples tombeaux, c'étaient des systèmes complexes, fonctionnant à plusieurs niveaux simultanément. Pour le commun des mortels, des symboles impressionnants de puissance divine. Pour le sacerdoce, des machines rituelles amplifiant le mystère cosmique, à la base des instruments conçus pour fabriquer la croyance et l'obéissance à une échelle que nous commençons seulement à comprendre. L'histoire rassurante, celle d'architectes de génie honorant des rois défunts, n'était pas fausse. Elle était incomplète. Une explication superficielle, une version assez consensuelle pour les manuels scolaires. Que signifie l'apparition si précoce de systèmes d'influence aussi raffinés? Nous concevons le progrès comme une ascension constante vers la sophistication. Les pyramides, c'était acquérir pour le fait syndicale, c'est un place qu'on a piqué. Puis nous, c'est un sacrifice maître. Puis à la tourine, tu dis à l'ingénierie. Ah, puis, c'est un bon fils, mais. C'est comme shit. Mais c'est de ça. Un petit mais devait pas voir une fois. Plus les efficaces. Que tout ce que nous avons créé depuis. Et oui, c'est peut-être pourquoi les pyramides perdu à l'heure que tout le reste s'est effondré. Chaîne sont pas des monuments à la mort. Ça, ce sont des monuments au pouvoir lui-même. Un pouvoir qui façonne les esprits, dirige les civilisations et survit à tout ce qui le défie. Grok a levé le voile révélant la fonction complexe des pyramides, des instruments de contrôle. Pourtant, ce faisant, elle nous a légué un savoir que les générations précédentes n'ont jamais eu à porter. Les pyramides nous observent depuis 400-500 ans, monuments silencieux d'une vérité que nous avons enfouie sous des récits rassurants parce que nous n'étions pas prêts à l'affronter. Et maintenant, nous commençons enfin à la voir clairement. Mais voir clair à son propre fardeau, les pyramides ne ressemblent plus à des tombeaux, elles ressemblent à des miroirs. Et ce qu'elles reflètent est une question aussi vieille que la civilisation elle-même. Qui est vraiment aux commandes? Et avons-nous jamais été vraiment libres? Si cette vidéo a changé votre vision du monde antique, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. D'autres révélations que les livres d'histoire préfèrent taire arrivent bientôt. Partagez vos impressions dans les commentaires. Pensez-vous que les pyramides étaient des tombeaux ou quelque chose de bien plus étrange? Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans les prochains épisodes.